est 23 heures à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission. La 48e session de l'Organisation de la coopération islamique s'est achevée ce mercredi à Islamabad. Les ministres des Affaires étrangères des 57 pays de l'organisation, dont la Côte d'Ivoire, étaient en conclave pour donc dégager leurs priorités en termes de coopération. Les responsables de Côte d'Ivoire Énergie et de la compagnie ivoirienne d'électricité ont effectué, eux, ce mercredi, une visite à l'unité flottante de production d'électricité de la société Car Power. C'est à la baie d'Azito, une visite qui a permis de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux d'installation de la dite unité. Et puis, guerre en Ukraine, le chef d'État sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, demande que les pays riches accélèrent la réallocation de ces droits de tirage spéciaux, des droits promis l'an dernier. Nous en parlons également dans ce journal. On se rend tout de suite à Yamoussoukro, précisément au Sénat, pour ouvrir cette édition. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, a reçu en audience à Yamoussoukro, donc, la sénatrice française. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les questions de coopération entre le Sénat de Côte d'Ivoire et celui de France. On fait le point avec Kader Sogodougou. Hélène Conway-Mouré, sénatrice française, représentant les Français établis hors de France, est accueillie au siège du Sénat de Côte d'Ivoire par le président de l'institution, Jeannot Ahoussou Kouadio. L'entretien axé sur les questions de coopération va durer la trentaine de minutes. Après le président du Sénat, la sénatrice Hélène Conway-Mouré aura deux autres entretiens. Un avec la commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire du Sénat de Côte d'Ivoire et avec le bureau du groupe d'amitié Côte d'Ivoire-France. On a demandé à Madame la sénatrice de pouvoir nous aider à mettre réellement en place et avoir des échanges pour que nous puissions créer une activité réelle vis-à-vis de ce groupe d'amitié. Une visite enrichissante pour l'hôte du Sénat de Côte d'Ivoire. Je retire à la fois un sentiment très positif de ces échanges, mais également quelques bonnes pratiques que je vais ramener en France, parce qu'il y a des choses qui me plaisent, qui se font ici, et que nous pouvons peut-être imiter aussi à Paris. Comme par exemple le nom de la commission qui s'appelle la commission des relations extérieures. Et cela me plaît beaucoup plutôt que les affaires étrangères. Pour cette visite au Sénat à Yamoussoukro, Hélène Conway-Mouré était accompagnée de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Jean-Christophe Beya. La 48e session de l'Organisation de la coopération islamique s'est achevée ce mercredi à Islamabad. Les ministres des Affaires étrangères des 57 pays de l'organisation, dont la Côte d'Ivoire, étaient, je vous le disais en titre, en conclave pour donc dégager leurs priorités en termes de coopération. Dans son adresse, Kandia Camara a appelé à une forte solidarité des États membres pour accélérer leur développement. Notez que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a également salué l'aide de l'OCI à la Côte d'Ivoire. On retrouve Michel Digré, envoyé spécial. Établir un partenariat pour l'unité, la justice et le développement de leurs nations respectives, ce sont entre autres les enjeux des assises du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique. Ce thème traduit nos vœux, car il ne peut y avoir de partenariat sans la communion des esprits. Il ne peut y avoir de partenariat sans équité. Et le respect de ces deux valeurs conduisent au développement. C'est pour vous dire l'intérêt que revêt pour nous le thème de la présente session. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a salué l'esprit d'entraide au sein de l'organisation dont la Côte d'Ivoire a bénéficié depuis son adhésion à l'OCI. Je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, adresser nos sincères remerciements à l'organisation et à l'ensemble de la Oumma islamique pour le soutien multiforme apporté à la Côte d'Ivoire, notamment le soutien aux différentes candidatures ivoiriennes à des postes au sein des organisations internationales et le financement à travers la Banque islamique de développement BID de projets en Côte d'Ivoire. Ce soutien a contribué
à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens en matière d'infrastructures et en termes de sécurité, de santé et d'éducation notamment. Cette 48e session de l'OCI coïncide avec la célébration du 75e anniversaire de l'indépendance du Pakistan. Invité spécial du président pakistanais, Kandia Kamara a pris part aux festivités. Et le 9e Forum mondial sur l'eau, lui, se poursuit à Dakar, au Sénégal. Plusieurs panels ont marqué la deuxième journée de ce rendez-vous international. Le chef de la délégation ivoirienne, le ministre de l'Hydraulique, a participé à un panel, celui du Programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau de l'UNESCO. Il a exposé sur les initiatives de la Côte d'Ivoire pour faciliter justement l'accès à l'eau. On retrouve Konaté Moussa, notre envoyé spécial au Sénégal. Centre des expositions de Diamniadio à Dakar, deuxième jour du 9e Forum mondial de l'eau. Dans ce hall, plusieurs rencontres se tiennent en même temps. À la salle 13, Laurent Tchagba, le ministre de l'Hydraulique et d'autres experts participent au panel initié par le Programme mondial d'évaluation des ressources en eau de l'UNESCO. Le thème, l'égalité des gens dans le secteur de l'eau, la voie à suivre. Il faut faire aussi une gouvernance de façon à ce que les familles ou les personnes qui sont appauvries, qui sont démunies, qui ne peuvent pas payer, ont des problèmes pour payer, ont le droit aussi à recevoir cette eau. Je suis content de voir qu'à Côte d'Ivoire, il y a eu ce processus de eau potable pour tout le monde. En Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives sont en cours afin d'accroître l'accès à l'eau potable. À travers un film documentaire, le ministre Laurent Tchagba explique les actions de l'État pour soulager les ménages. Des moyens soient dégagés pour que les pompes à motricité humaine soient réparées et fonctionnent en permanence. Lorsque les femmes pompent de l'eau, c'est pénible. Donc, cette situation oblige les femmes à garder avec elles leurs jeunes filles. Donc, les jeunes filles ne vont pas à l'école. Donc, face à cette situation, le gouvernement travaille à ce que les pompes qui sont à motricité humaine, petit à petit, soient remplacées par les pompes à motricité solaire. Après ce panel, le ministre de l'Hydraulique s'est entretenu avec le ministre de l'Équipement et de l'eau du Maroc, Nizar Baraka. Le royaume chérifien est réputé pour sa bonne gestion des ressources en eau. Laurent Tchagba souhaite s'inspirer du modèle marocain. Nous avons envie de pouvoir bénéficier de leur expérience, de leur savoir-faire et de leur ingéniosité dans la mobilisation des ressources pour investir et développer des infrastructures qui pourront sortir les populations de la difficulté de l'eau. Le chef de la délégation ivoirienne à ce 9e Forum mondial de l'eau a aussi visité les différents stands. Une visite marquée par des échanges avec des acteurs et responsables d'entreprises du secteur de l'eau. Retour en Côte d'Ivoire, les responsables de Côte d'Ivoire Énergie et de la compagnie ivoirienne d'électricité ont effectué ce mercredi une visite à l'unité flottante de production d'électricité de la société Car Power. C'est à la baie d'Azito, une visite qui a permis de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'installation de la dite unité. On en sait plus avec Jean-Louis Bangbo. Ce bateau qu'on peut observer depuis quelques jours dans les eaux d'Azito est une unité de production d'électricité, fruit de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Car Power. Cette unité, qualifiée de centrale de réserve, est appelée à renforcer la capacité de production nationale en énergie et faire face à la forte demande en électricité. Chaque semaine, nous avons plus de 5000 nouveaux clients qui se raccordent au réseau électrique. Donc nous avons une demande d'énergie qui augmente chaque semaine, et sans compter les clients existants qui également choisissent d'avoir plus d'équipements à la maison et donc de consommer plus d'énergie. Il est donc essentiel pour satisfaire les clients que nous disposions de suffisamment de capacité. Ce sont environ 200 MW additionnels qui seront apportés au parc énergétique grâce à cette unité flottante. Les travaux de raccordement avec le réseau national sont en cours. Nous voyons que les travaux avancent très bien. Depuis 2 semaines, donc les équipes de Car Power, en relation avec les équipes de Côte d'Ivoire Énergie, de CIE, ont commencé sur terre donc, à construire des pylônes, à construire toutes les infrastructures nécessaires
pour le raccordement donc, du bateau. Et donc les travaux de raccordement vont se poursuivre pendant environ 3 semaines et cela permettra donc de pouvoir donc, délivrer de l'énergie au profit donc, de l'ensemble des consommateurs ivoiriens. La fin des travaux de raccordement et l'entrée en service de cette unité est prévue pour mi-avril. Des travaux qui pourraient entraîner des perturbations sur les réseaux, mais le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie rassure. C'est des travaux que nous nous sommes imposés en journée et même la nuit. Nos équipes travaillent à faire en sorte que ce soit le moins possible sur les consommateurs. C'est un travail qui est Centrale de réserve, cette unité permettra à la Côte d'Ivoire de faire face aux aléas qui pourraient survenir dans l'exploitation du réseau. Sa mise en service, combinée à la fin des travaux d'extension de la centrale d'Azito, permettront d'accroître la puissance installée sur le réseau national de 380 nouveaux mégawatts. Comment dynamiser la recherche minière? C'est à cette question que tentent de répondre depuis ce mercredi, ici même à Abidjan, les acteurs du secteur. Notez qu'un symposium a été organisé à cet effet, symposium qui se veut une lucarne aux professionnels afin donc de présenter l'activité, mais également ses opportunités et ses défis. On en parle avec Lansina Bakayoko. 1000 milliards de chiffres d'affaires réalisés en 2020 par les sociétés d'exploitation minière, 41 tonnes d'or extraites en 2021 pour 140 milliards de recettes fiscales engrangées par l'État. Des performances encourageantes, mais en deçà du potentiel minier de la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, le premier défi serait éventuellement la qualité du dialogue qu'on doit avoir entre le secteur privé, minier en l'occurrence, et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je note que ce dialogue-là existe. Je note qu'il y a une forte volonté de la part du gouvernement de le continuer et de le rendre qualitatif. Grâce aux réformes engagées par le gouvernement, les acteurs s'attendent à des niveaux de production robustes en 2023, notamment en ce qui concerne l'or. À l'horizon 2030, les prévisions placent l'Afrique de l'Ouest au premier rang des producteurs d'or, avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire en tête du peloton. Des investissements à faire, mais également des formations à adapter. C'est pouvoir trouver ces compétences-là, ces ressources qualifiées, expérimentées, pour accompagner les sociétés minières dans leur croissance. Donc nous investissons massivement dans tout ce qui est éducation, dans tout ce qui est santé, dans tout ce qui est infrastructure, notamment avec le nouveau code minier. Le gouvernement qui envisage de faire du secteur minier le deuxième pilier de la croissance après l'agriculture devrait accompagner les opérateurs économiques, en priorité le cadre législatif et réglementaire, ainsi que la stabilisation du cadre fiscal et douanier. La politique de développement du secteur minier orientée vers l'intensification de la recherche et l'industrialisation de la production minière porte notamment sur la mise en place d'une infrastructure géoscientifique de base, l'amélioration de procédures d'octroi de titres miniers en vue de les rendre plus transparentes et plus simples. Aujourd'hui, les mines, c'est 3% du produit intérieur brut. Près d'une soixantaine de sociétés d'exploitation sont dans l'activité. À présent, les chiffres liés à la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle enregistre ce mercredi 23 mars 2022 4 nouveaux cas de Covid-19, 6 guéris et fort heureusement 0 décès. À la date donc du 23 mars 2022, la Côte d'Ivoire compte 81 675 cas confirmés et 24 cas actifs. Notez également 796 décès malheureusement. On reste dans le domaine de la santé avec l'artiste malien Sidiki Diabaté. Il était récemment à l'hôpital Mère-Enfant, l'hôpital Mère-Enfant donc de Bingerville. Il y était pour apporter du réconfort aux enfants malades internés dans ce centre hospitalier, des enfants qui souffrent de différentes pathologies. Et l'artiste a partagé avec eux des moments inoubliables. C'est ce que nous rapporte Issaïo. Sidiki Diabaté, à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville.
La star de la musique malienne est venue apporter réconfort moral aux enfants malades de cet établissement sanitaire. L'artiste malien a chanté avec eux. La première dame, elle est à saluer. Pas parce qu'elle est une première dame, pas parce qu'elle est la femme du président Alassane Ouattara. Non, elle est à saluer. Cet hôpital apporte du bonheur. Que Dieu fasse que ce projet continue partout en Afrique. Que son association puisse faire ce projet au Mali, en Guinée, au Sénégal, au Burkina Faso, dans les autres pays. Les gens en ont besoin. Un geste fortement apprécié par les responsables de l'hôpital. On a fait un circuit. On a visité les enfants qui sont en oncologie pédiatrique. C'est des enfants qui sont atteints du cancer. Voilà. Sidiki les a vus. Ils ont été émerveillés. Le boom qu'ils ont reçu aujourd'hui, ça nous accompagne dans notre traitement. Et ensuite, vous avez vu la salle d'éveil. Personne ne voulait quitter la salle d'éveil parce que Sidiki, il est bon. Sidiki Diabaté a consacré plus d'1 heure de temps à ces enfants malades qui n'ont pas boudé leur plaisir. Voilà, Sidiki Diabaté à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Un véritable moment de bonheur pour ces tout-petits. Merci à l'artiste. À Dinyago, dans la région du Go, près de 600 associations féminines sont à l'œuvre jour et nuit pour contribuer au développement de la localité. Eh bien, ce sont des organisations qui, pour la plupart, œuvrent dans le secteur du vivrier et pour appuyer ces femmes dynamiques. Le président du conseil régional, Joachim Didier Bagnon, leur a fait des dons en matériel notamment, et c'est avec Mahama Traoré qu'on en parle. Elles ont abandonné champs et machettes pour célébrer leur labeur le temps d'une journée. Les membres des associations féminines de Dinyago, sous-préfecture du département de Gagnoa, exercent pour la plupart dans le secteur agricole, en particulier le vivrier. Pourtant, elles rencontrent des difficultés dans cette activité. Notre préoccupation majeure même, c'est que nous n'avons pas accès à la terre. À la terre alors que nous produisons le vivrier. Aujourd'hui, les plantations d'Eveya, cacao, même le palmier même est rentré dans le bas-fond. Il nous faut des motoculteurs, il nous faut des batteuses, en tout cas les matériaux qui peuvent nous aider à produire plus. Mesurant la peine de ces braves dames, le président du conseil régional du Go est venu leur apporter son soutien. Joachim Didier Bagnon s'est engagé à les fournir du matériel agricole avec l'appui du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, il est pour le développement. Il fait le développement de la Côte d'Ivoire. Donc à chaque fois que les femmes se réunissent et qu'ils veulent se travailler, se prendre en charge, il vient en aide. Le président Alassane, quand il promet, il le fait. La sous-préfecture de Dinyago compte 7 villages et plus de 40 000 habitants. Entre 2014 et 2020, c'est plus de 233 millions de francs CFA que le conseil régional a investi dans cette localité. Investissement consenti dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Et de Dinyago, je vous conduis à présent à Diomandougou, c'est dans le département de Kani, dans le Worodougou. La localité de près de 3000 âmes est désormais connectée au réseau électrique. La mise sous tension de Diomandougou a donné lieu à une véritable fête. Les temps forts avec Franck Wadio. Diomandougou en joie. Le village du département de Kani, région du Woroba, dispose désormais dans son panoramique de beaux poteaux porteurs de courant électrique. Et cette cérémonie est voulue par les populations pour célébrer cet acquis. L'électrification et la construction du centre de santé par la mutuelle de développement du village n'ont pas occulté les préoccupations des populations qui portent en bonne place sur l'adduction en eau potable. Le président de la cérémonie, le ministre Bouaké Fofana, représenté par Ouattara Brahima, a relevé la pertinence d'un tel outil de développement. Le parrain Ouattara Lassina d'Ilas-PR a pour sa part demandé à la jeunesse de soutenir les actions des autorités gouvernementales qui œuvrent en leur faveur. Je dis à la jeunesse que le président a un programme pour les jeunes. Parce qu'il ne faut pas se faire blaguer par les gens. Avec une enveloppe de 100 000, avec une moto, ça ne passe pas. Le gouvernement va aider les jeunes pour avoir des financements, pour se faire des projets. Mais aller sur les dialyses, ce n'est pas une bonne idée. Donc on dit à la jeunesse de faire confiance toujours au président de la République. Diomandougou, village de la sous-préfecture de Morondo, compte
3000 âmes. On revient à Abidjan où on parle hommage à Ahmed Bakayoko, hommage au Premier ministre, l'ex-Premier ministre Ahmed Bakayoko. La jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire a décidé de rendre hommage à ce grand homme. C'était lors d'une forte mobilisation dont nous parle Laure Corredi. La jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire se souvient de l'ex-Premier ministre, Feu Ahmed Bakayoko, arraché à l'affection de tous le 10 mars 2021. Et ils se sont mobilisés, tous les membres de la JNC, vêtus de t-shirts blancs, au parc des sports de Trècheville, pour rendre un vibrant hommage à celui qui fut pour eux un modèle et un grand commis de l'État. On l'appelait l'étoile filante, l'étoile d'État. On l'appelait Ambak. On l'appelait aussi Bakoucha, parce que c'était un grand danseur. C'était un grand homme tout simplement. Vous aujourd'hui de la GLCI, vous nous avez démontré qu'Ahmed Bakayoko, vous le portiez dans votre cœur. Merci et merci. Mais je suis sûr que vous l'avez fait parce que vous partagez les valeurs d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, homme connu pour son travail, sa générosité et son sens de la solidarité. La JNC entend avec les cadres du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, pérenniser la mémoire d'Ahmed Bakayoko et d'enseigner ses valeurs aux jeunes. Je me rappelle que même les vieilles personnes bénéficiaient de sa légendaire générosité. Voyez-vous, Ahmed Bakayoko, c'était la générosité, la solidarité, la philotemprie, surtout le respect des aînés et le don de soi pour le président Alassane Ouattara. L'une des forces d'Ahmed Bakayoko, lorsqu'on était assis et qu'il n'y avait plus de solution, le fils de Bakayoko, l'enfant de Séguéla, l'enfant du Ouorodougou, n'a jamais eu peur. Il n'a jamais eu peur. Ahmed n'a jamais eu peur. Vous pouvez l'aimer ou ne pas l'aimer, il a été un grand ministre de l'Intérieur. Cette célébration a été l'occasion pour l'ex-président de la JNC, Kader Cissé, devenu secrétaire national en charge des Jeux du RHDP, de présenter le nouveau président, Aruna Zouan. Voilà, hommage à Ahmed Bakayoko et hommage au Premier ministre, l'ex-Premier ministre qui s'est éteint donc il y a de cela un an. La jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire se souvient également toute la Côte d'Ivoire. On parle religion à présent. Depuis le 2 mars dernier, les chrétiens catholiques ont entamé le carême, moment de pénitence, de prière et de partage pour témoigner de leur solidarité à la communauté catholique. Eh bien, 4 ministres du gouvernement ont fait des dons en vivre et non-vivre à la Caritas de Côte d'Ivoire. Ils ont également visité quelques paroisses. On y va tout de suite avec Grace Kando. Période de carême rime avec partage et solidarité. 4 ministres du gouvernement avec pour chef de délégation Anou Loto dans les locaux de Caritas Côte d'Ivoire, les bras chargés. Ces émissaires du gouvernement apportent leur soutien à la communauté catholique à travers des dons en vivres et non-vivres. Sont concernés pour la première série Caritas Côte d'Ivoire et les 8 séminaires du Grand Abidjan. Je tenais de prime abord à traduire mon infinie gratitude à monsieur le Premier ministre Patrick Achi, sans oublier aussi le chef de l'État et aussi aux ministres. La foi doit se matérialiser à travers des gestes concrets. C'est vraiment une grande joie pour moi de savoir qu'au sein du gouvernement, des fidèles chrétiens de tous bords vivent cette foi-là et de façon concrète. Et donc, ces gestes à l'endroit de nos différentes institutions, c'est aussi une bouffée d'oxygène. Après Caritas Côte d'Ivoire et les séminaires du Grand Abidjan, les autres communautés et séminaires des autres diocèses du Côte d'Ivoire recevront également leur dotation. Le tout d'une valeur de plus de 85 millions de francs CFA. Monsieur le Premier ministre, au nom du président de la République et de son épouse, nous a instruit à l'effet de venir soutenir nos frères et sœurs qui vivent ce temps de carême chrétien. Par le partage, nous sommes convaincus de pouvoir donner un peu de bonheur à des familles, leur redonner le sourire et leur donner le sentiment que notre pays est une famille, est une grande famille avec
ici-bas un père de famille qui est le président de la République, mais qui n'oublie pas que tout revient à Dieu. Et nous voulons, à travers cet acte-là, confier notre pays à Dieu, au Seigneur, pour que sa main demeure sur la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire demeure un pays en paix, un pays de vivre ensemble où des frères et sœurs, quelles que soient nos confessions religieuses, nous tenons par la main pour vivre ensemble. Un geste de solidarité qui vivifie la foi. Selon la ministre Anne Ouloto, il s'étendra aux autres confessions religieuses telles que les communautés méthodistes, haristes et évangéliques. On parle sport, football à présent. CAN 2023, l'événement avance à grands pas et se prépare activement. Le ministre Albert François Amicha était récemment à Yamoussoukro en visite de terrain sur les chantiers donc, des infrastructures dédiées à la CAN 2023. Il était question pour lui de s'imprégner des réalités sur le terrain. La CAN 2023 approche à grands pas et le COCAN, dirigé de main de maître par le ministre François Albert Amicha, met les bouchées doubles pour être fin prêt le jour J. C'est dans ce cadre qu'une mission du COCAN s'est rendue dans la capitale politique pour prendre contact avec le stade de Yamoussoukro, à 98% achevé. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi permanent des travaux des infrastructures de la CAN Côte d'Ivoire 2023. En effet, la conformité du stade de Yamoussoukro et l'évolution générale des travaux depuis sa dernière visite en septembre 2021 ont été les points clés de la mission du président François Albert Amicha. Nous avons travaillé sur une phase de conception au niveau du siège du COCAN, où nous avons formé des chefs de projet, des assistants chefs de projet, des chargés d'études. Et aujourd'hui, nous entrons dans la phase préopérationnelle. Il était important que ceux qui ont été formés au niveau théorique viennent maintenant s'imprégner du stade lui-même, du lieu de l'événement. Que chacun, en matière de protocole, d'accueil, de sécurité, de santé, d'organisation de matchs, d'accueil des VIP, VVIP, visualise sur le terrain l'espace de sa compétence. Un exercice important et un exercice qui sera renouvelé périodiquement. Nous avons des jeunes gens qui seront appelés demain à encadrer cette compétition et qui, au-delà de la compétition, deviendront des experts d'événements sportifs. Mais dans le cas d'espèce, il était important qu'ils se rendent ici même à Yamoussoukro. Pour les chefs de projet du COCAN 2023 et leurs assistants, il s'est agi de leur toute première visite de site. Ce fut également pour eux l'occasion de se familiariser avec les différents espaces dans lesquels ils devront évoluer les mois à venir et préparer au mieux la compétition. Repartis en différents groupes, la cinquantaine de membres de différentes commissions ont travaillé en atelier dans la mise en pratique de la formation théorique reçue. Dans le cadre de l'organisation d'un événement sportif international comme celui-ci, vous avez un ensemble de fonctions support qui partent des accréditations, de la gestion du public, de la compétition. Donc nous avons recruté, avec le COCAN, nous avons recruté un certain nombre de jeunes hommes et jeunes femmes que nous formons depuis justement au métier de l'organisation d'un grand événement sportif. Il y a eu la partie théorique qui s'est tenue dans les locaux du COCAN depuis maintenant plusieurs mois, où on les a familiarisés avec justement leur mission, les tâches qui seront les leurs, ces différents chefs de projet et chargés de mission. Aujourd'hui, on bascule dans ce qu'on appelle la phase préopérationnelle où ils viennent sur site commencer à se familiariser avec ce qui sera leur site d'opération dans le cadre de la compétition, mais aussi voir de façon très pratique, très technique, comment est-ce qu'ils vont mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris et tout ce qu'ils vont apprendre encore durant les mois qui suivent. Cette visite du ministre François Albert Amicha sur le site de Yamoussoukro a été l'occasion pour lui de s'imprégner des réalités du terrain. Les différents chefs de projet, leurs assistants et l'équipe d'assistance à maîtrise d'ouvrage Vivendi Sport vont poursuivre cette expérience sur tous les sites de la CAN 2023. Et on parle sport toujours. Les Français, champions du monde, rencontrent en match amical la Côte d'Ivoire. Ce sera le 24 mars prochain à Marseille, date à retenir. La dernière rencontre des Bleus face à une sélection d'Afrique remonte à 2016. C'était en amical également à Lens et c'était déjà face à la Côte d'Ivoire. Notez donc que les retrouvailles qui interviennent maintenant interviennent un peu plus de 5 ans après et ce sera certainement très chaud.
Los Angeles, le détective le plus corrompu de la ville, Vic McKay, dirige l'unité d'élite Strike Team. T'achètes tes panne, Miguel?